Et je vous propose de commencer, tu as raison. Nous allons donc commencer cette session autour de la responsabilité sociétale du groupe Orange en Afrique. Donc bonjour, je suis Pierre Semalguet, je suis président de l'association Mutandi, directeur du média Africa Mutandi et président de la commission RSE et ODD du CIAN. À l'agenda ce jour, nous avons donc monsieur Jean-Louis Dufault-Richet, directeur de la RSE et des partenariats d'Orange, qui va partager avec nous les enjeux du groupe et l'approche stratégique de cet acteur essentiel sur le continent et très engagé sur le plan sociétal. Nous aurons le loisir d'avoir une présentation puis une session d'intervention questions-réponses. C'est l'un des axes de travail d'ailleurs, notamment la commission RSE du CIAN, que de partager toujours plus les initiatives des acteurs, publics, privés, société civile, engagés sur le continent. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a initié un peu ce cycle de partage à la fois de pratiques d'acteurs et d'initiatives à impact. Au préalable, je vous propose d'entendre Étienne Giros, président du CIAN, pour qu'il puisse justement partager avec vous ce qu'est le CIAN et les intentions pour 2022. Merci Pierre Samuel, bonjour à tous et je vous remercie d'être présent à ce webinaire qui s'annonce à la fois passionnant mais aussi avec un public de qualité et nombreux. Nous avons malheureusement été contraints de le limiter à une version uniquement digitale, sauf les orateurs qui sont ici présents, pour des raisons sanitaires, mais au moins nous l'avons maintenu et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille. Et je voudrais simplement, je ne vais pas monopoliser la parole, Pierre Samuel, ne t'inquiète pas, je ne vais pas faire un discours, je voudrais simplement vous dire deux choses. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le CIAN, vous dire que nous sommes une association qui regroupe le secteur privé français investi en Afrique. Nous recouvrons à peu près 80% du business français réalisé en Afrique et nos entreprises réalisent un chiffre d'affaires de 60 milliards d'euros en Afrique. C'est vous dire l'importance de ce continent pour l'économie française et pour nos entreprises. Et nous défendons un certain nombre de valeurs et c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Parmi ces valeurs, à côté de celles concernant l'importance de l'entreprise, la confiance que nous avons dans la capacité de développement de l'Afrique, le relais de croissance que ça représente, que ce continent va représenter pour le monde, mais aussi la nécessité de l'état de droit, les questions de formation professionnelle qui sont très importantes en Afrique. Toutes ces choses-là, nous les défendons. Et il y a une des valeurs que nous défendons particulièrement, c'est la responsabilité sociétale ou la RSE, ou les questions aussi d'ailleurs de conformité des entreprises en Afrique. Un tout petit mot là-dessus pour vous dire que ma grand-mère aurait dit dans le temps jadis, mais il y a 20 ou 30 ans, ces questions-là, soit elles n'étaient pas traitées par les entreprises, soit étaient considérées comme une obligation. Et il fallait simplement répondre à une obligation pour ne pas avoir d'ennui. Maintenant, je peux vous dire, et vous le savez tous, que le contexte a totalement changé et que les entreprises pratiquent la RSE et la responsabilité sociétale parce qu'elles considèrent d'abord que c'est une valeur qu'il faut défendre et que c'est une partie de la raison d'être des entreprises. Et pour une deuxième raison, je pense, c'est que nous sommes au CIAN majoritairement des entreprises françaises et le fait que nous soyons français nous donne des devoirs supplémentaires en Afrique. Et s'il y a certainement des entreprises qui doivent bien se comporter en Afrique sur toutes ces questions-là, c'est la France, compte tenu du passé que nous avons avec ce continent et compte tenu des relations qui existent aussi, qui sont assez difficiles. Le sommet de Montpellier, Afrique-France l'a montré, mais aussi la présence à 360 degrés de la France sur le continent, 360 degrés voulant dire militaire, diplomatique, économique, culturel, linguistique, etc., etc. Eh bien, tout cela nous oblige, plutôt que nous donne des droits supplémentaires. Et donc, au cas où nous ne serions pas convaincus de la nécessité de faire de la RSE pour des raisons de comportement, de philosophique et d'entreprise citoyenne, nous devons l'être parce que, davantage encore, parce que nous sommes français. Alors, je suis très heureux d'accueillir le groupe Orange, qui est un membre important du CIAN, qui est administrateur du CIAN, et surtout qui est un groupe qui a beaucoup d'employés, une très grande couverture géographique, et qui a une raison d'être et un savoir-faire très particulier que nous connaissons. Ce groupe participe très souvent à nos commissions RSE. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir et surtout un intérêt non dissimulé et beaucoup d'impatience
que nous allons vous écouter, cher monsieur, et je vous remercie d'avoir accepté de vous livrer à cet exercice devant les membres du SIAD et les amis d'Affectio Montandi et de Pierre Samuel. Voilà, j'en dirai pas plus. Pierre Samuel, je te rends la parole. Merci, cher Étienne, et merci encore une fois d'insister sur sur l'engagement sociétal des entreprises et sur l'implication des entreprises françaises en matière de RSE française et européenne, très clairement, puisque je sais que tu parles aussi au nom de l'EDCAM, donc et ce n'est pas neutre. Donc voilà. Donc pour simplifier le propos, on prendra peut-être une session de questions-réponses à travers le fil de discussion. Sandrine, si ça te convient. QR qu'il faut utiliser. À travers le fil QNR, très clairement, pour ceux qui souhaitent poser des questions directement ensuite à notre intervenant ce jour. Ça pourra se faire après sa présentation, parce que je pense que bon nombre de questions, en fait, trouveront leur réponse dans ce propos de Jean-Louis. Et Jean-Louis, comme dit notre président de la République, the floor is yours. Ah, d'accord. Je pensais que tu allais dire autre chose. Donc, merci à tous et merci au SIAN de nous donner l'opportunité de partager avec vous finalement les grandes priorités et la stratégie RSE d'Orange en Middle East et Africa. Donc, je veux juste corriger ce que disait Pierre Samuel. Donc, je suis responsable de la RSE et des partenariats chez Orange Middle East et Africa. C'est pour le groupe Orange. Donc, j'avais quelques slides à vous présenter pour vous partager nos priorités. Oui, on peut commencer par celle-là. Voilà. Donc, il est clair que la stratégie RSE du groupe, mais aussi en particulier d'Orange en Afrique et Moyen-Orient, commence par la raison d'être du groupe Orange, qui a été adoptée en 2019. Donc voilà. Donc on est un des premiers groupes du CAC 40 à avoir co-construit cette raison d'être avec les salariés et l'ensemble de nos parties prenantes. Et donc la raison d'être, vous la trouvez là, avec qui est Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacun et chacune, alors à chacune et chacun, les clés d'un monde numérique responsable. Donc vous imaginez que chaque mot a été pesé, et donc retenons en particulier le mot confiance, les deux mots chacune et chacun, le mot clé, le mot monde numérique et le terme responsable qui est vraiment au cœur du sujet d'aujourd'hui, donc la responsabilité sociale d'Orange en Afrique et au Moyen-Orient. Donc juste pour ceux qui ne sont pas familiers avec Orange, je voulais vous rappeler quelques chiffres à la fois sur le groupe et sur Orange Afrique et Moyen-Orient. Donc le slide suivant. Donc juste pour la souris, oui, c'est. Donc Orange, c'est un groupe mondial, donc présent dans 26 pays, avec 147 collaborateurs, 147 000 collaborateurs aujourd'hui, et notons plus de 266 millions de clients dans le monde. Voilà. Orange, c'est je ne vais pas vous donner tous les chiffres, mais Orange, c'est plus de 42 milliards de chiffre d'affaires et ces 4 activités, bien sûr, la connectivité augmentée, en commençant par la voix, la data, qui est l'activité que vous connaissez tous, mais également aujourd'hui 3 autres activités qui sont la cybersécurité, le service IT aux entreprises et bien sûr les services financiers. On en reparlera parce que c'est un des points essentiels des services aux populations avec le développement d'Orange Money et du mobile banking en Afrique. Donc, si je viens ensuite sur Orange Middle East et Africa, l'ambition d'Orange Middle East et Africa, c'est vraiment d'être l'opérateur multiservice engagé pour la transformation digitale. Donc, on retrouve cette notion de numérique digital. On retrouve la notion de confiance et d'engagé. Et pour l'Afrique, un des points importants, c'est le multiservice
comment amener ce numérique au service des populations, si ce n'est en le mettant au service de la vie quotidienne, et donc en développant le multiservice avec le premier multiservice dont on parle sur la région, qui est le mobile banking, avec en particulier Orange Money. Quelques chiffres aussi sur Orange, Middle East et Africastre. Donc d'abord notre présence. Quand on dit que l'on est présent en Afrique, donc on est sur 18 pays. Donc aussi bien sur la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, donc en Jordanie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, mais également en Afrique subsaharienne, donc en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais aussi dans les différentes Guinées, Sierra Leone, Libéria, en Afrique centrale, Cameroun, Centrafrique, République centrafricaine et République démocratique du Congo. Et nous sommes également présents à Madagascar et au Botswana, à Maurice. Des chiffres, donc 123 millions de clients. Aujourd'hui, donc ça, ce sont les chiffres fin 2020, donc on est plus proche des 130 millions de clients. Donc, ça veut dire qu'un client sur 10 en Afrique, un Africain sur 10, pardon, est un client Orange en Afrique, et on a 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, si nous en venons après cette présentation un peu globale, à la fois d'Orange, ses différents métiers, sa raison d'être, qui est quand même un des points de départ importants de notre stratégie, et d'Orange MEA, plus particulièrement en Afrique. La RSE et le développement sociétal d'Orange en Afrique s'appuie grandement, en particulier depuis 2020, sur notre plan stratégique actuel qui s'appelle Engage 2025, dont vous voyez ici les 5 principaux piliers. Donc je ne vais pas m'étaler sur les piliers qui sont réinventer notre métier d'opérateur, accélérer les territoires porteurs de croissance, placer la data et l'IA au cœur de notre modèle d'innovation et construire ensemble l'entreprise de demain. Mais je m'attarderai sur le pilier central qui est s'engager durablement, avec 2 axes principaux qui sont l'égalité numérique des populations et l'engagement pour la sauvegarde de la planète. Donc, ce sont les 2 axes très importants pour ce qui concerne le développement durable, en particulier de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et je dirais la chance des gens qui travaillent dans ce domaine chez Orange, c'est que c'est un des piliers forts de notre plan stratégique actuel. Donc, pour reprendre ça dans la stratégie d'Orange MEA sur cette RSE, on va retrouver ces 2 axes importants. Tout d'abord, et on le redira plusieurs fois, l'engagement qui a été pris par le groupe Orange, et donc également par Orange Afrique et Moyen-Orient, d'être net zéro carbone en 2040. Être net zéro carbone en 2040, on va le préciser, c'est pour nous un des sujets clés de la responsabilité sociétale d'Orange dans le monde et dans les pays où il est implanté en particulier. Et donc, ce net zéro carbone en 2040, c'est avant tout la réduction des émissions de CO2 et c'est également le développement de l'économie circulaire. On va y revenir plus en détail. Après, ce qui est plus traditionnel pour les gens qui travaillent sur la RSE, et ça depuis des années, c'est le développement, et c'est le 2e pilier, le développement de l'égalité numérique. Et cette égalité numérique, qui est particulièrement importante sur le continent, on s'appuie pour cela sur 2 vaisseaux amiraux qui sont les Orange Digital Center, dont je vous parlerai, et les actions de la Fondation, avec en particulier un objectif principal qui est d'apprendre et d'entreprendre et d'aider les Africains à entreprendre.
Donc, vous verrez qu'une de nos priorités, et j'espère que vous le comprendrez à la fin de la présentation, tourne vraiment autour de cette notion d'éducation, en particulier d'éducation au numérique pour tous. Ensuite, cette égalité numérique passe également par le développement de la couverture rurale et multirurale et ultra-rurale et l'accès à des smartphones de qualité à un prix abordable. Donc, ça passe également par la connectivité et notre travail traditionnel d'offrir au maximum de personnes cette connectivité en Afrique. Donc, voilà les deux piliers et nos principales priorités. Donc, si j'essaye d'aller un tout petit peu plus loin donc sur ces objectifs, donc le premier qui est le net zéro carbone en 2040, avec un objectif rapidement qui est de réduire la consommation de nos réseaux, d'améliorer l'efficacité énergétique de nos bâtiments, de nos transports, de nos réseaux, de favoriser les énergies renouvelables. Donc, on va voir que c'est un des points importants sur la région, d'appliquer les principes de l'économie circulaire à la fois à nos équipements, mais également à nos produits vendus, et puis de nouer des partenariats en faveur de la biodiversité et de la séquestration, car vous imaginez bien que notre net zéro carbone en 2040, il y aura toujours un résidu d'émissions de CO2, et donc le sujet de la séquestration vient rapidement sur le tapis. Donc sur l'engagement pour l'environnement, il est clair que pour MEA, c'est un vrai challenge parce qu'il doit accompagner le développement des réseaux qui doit encore continuer. On est entre 30 et 40% de la population qui peut se connecter aujourd'hui à Internet. Donc, il y a encore un travail important de déploiement des réseaux sur la région. Notre objectif net zéro carbone doit aller de pair avec ce développement des réseaux. Donc, il y a une vraie question autour de la baisse des coûts de l'énergie. Donc, les principaux leviers sont, donc sans rentrer trop dans le détail, mais c'est une nouvelle façon de gérer l'énergie des tours mobiles, en particulier avec des partenaires que l'on appelle des ESCO, des énergies services compagnies. C'est la mise en œuvre de fermes solaires, comme on en a en Jordanie, comme on va bientôt en avoir une au Mali, et puis d'autres pays qui travaillent dessus, avec un sujet autour de la réglementation. La solarisation au maximum des sites, et en particulier de nos data centers, la généralisation des gestes éco-responsables au sein de l'entreprise et au niveau des réseaux, l'utilisation au niveau des équipements de fonctionnalités dites Green RAN, par exemple. Donc, essayer d'optimiser au maximum la consommation de nos réseaux. Après, il y a augmenter l'efficacité énergétique. Donc, typiquement, là, c'est le taux de remplissage de nos data centers, comment étudier une meilleure optimisation de la réfrigération de ces data centers. Donc, on voit que augmenter cette efficacité énergétique, c'est aussi plein de petites actions techniques sur l'ensemble des équipements d'Orange. Il y a également accéléré la solarisation, donc ça on l'a déjà dit, donc avec les ESCO sur les tours, mais également les data centers, les initiatives de fermes solaires. Donc c'est à la fois baisser les coûts et augmenter la solarisation. Et finalement, comme je vous disais tout à l'heure, les résidus, il faut commencer à travailler sur les puits carbone, sur la plantation d'arbres ou de mangroves, et en décembre ou fin novembre, Orange a lancé un fonds Orange Nature justement pour pousser cette compensation via des puits carbone. Alors, l'Orange Net Zéro Carbone, donc pour les spécialistes, il ne s'agit pas que de travailler sur les scopes 1, 2, 3, donc
je ne vais pas rentrer dans le détail, mais scope 1, c'est l'usage direct de l'énergie. Scope 2, c'est plutôt indirect. Et le scope 3, c'est tout ce qui concerne tout ce que l'on peut acheter ou l'usage que peuvent faire nos clients des produits qu'on leur vend. Et on voit bien que le net zéro carbone passe également par produire moins, acheter des choses qui ont déjà été produites et qui ne vont pas créer du CO2 en étant produites. Donc, il y a un véritable enjeu autour, et en Afrique, c'est un véritable enjeu. Vous le savez, il y a très peu de filières de traitement des déchets électroniques et électriques. Donc, on a plusieurs projets avec l'aide d'Orange France d'ailleurs et Emmaüs International pour récupérer ces déchets, les recycler et les retraiter. Il y a un enjeu autour de la récupération des mobiles. Vous savez aussi qu'en Afrique, les mobiles, eh bien, ça devient, au bout de plusieurs années de traitement via l'informel, ça devient des déchets. Donc, il y a un vrai sujet autour de la récupération de ces mobiles qui sont souvent donnés et qui disparaissent dans l'informel. C'est aussi un enjeu pour les équipements que l'on met dans la maison, donc les set-top box et les lightbox. Donc là, c'est un petit peu plus facile parce que généralement, on peut plus facilement les récupérer, mais c'est aussi un point très important. Là où on peut faire aussi pas mal de progrès sur l'économie circulaire, et c'est beaucoup plus à notre main, c'est encourager les achats, soit directement à des fournisseurs, soit sur des marketplaces spécialisés, soit à d'autres filiales du groupe Orange, de matériel de deuxième main, en particulier quand il s'agit de déployer de la 3G dans certaines zones. Et donc là, on a un gros travail à faire au sein du groupe pour utiliser ces équipements de deuxième main et un gros travail de conviction. Donc sur ce sujet de l'économie circulaire, on part quelque part de loin sur le continent et il y a un très gros travail de conviction à faire, mais c'est un des éléments essentiels de l'atteinte de nos objectifs de réduction des émissions de CO2. Donc juste à gauche, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, quand on dit stratégie, on dit indicateur pour suivre cette stratégie. Donc là, on a un certain nombre d'indicateurs qui sont la participation dans chacune des filiales d'une filière de traitement, à une filière de traitement, la collecte des mobiles, la collecte des équipements à la maison ou des équipements, des kits d'énergie que l'on distribue maintenant, et puis la partie utilisation d'équipements informatiques et réseaux ITN de deuxième main. Je reviens sur la slide précédente, indiquant que nos deux principaux indicateurs, hein, il y en a d'autres, c'est vraiment la part de l'énergie par rapport au chiffre d'affaires, donc et sa réduction en particulier, et la part de l'électricité d'origine renouvelable, et en particulier solaire, dans les pays de la région. Donc là, juste pour clôturer cette partie énergie, enfin net zéro carbone, objectif net zéro carbone hein, et climat, j'ai un petit film, voir si on peut je vous proposer de vous passer, qui résume assez bien ce que l'on veut faire, et en particulier autour du solaire. Donc, en réalité, ce film met en valeur en particulier ce que l'on a fait en Jordanie. Donc, oui, c'est celui-là. Oui, voilà. Allez, ça partage pas mal. Merci.
Bon, voilà. Donc, j'espère que ce petit film vous a un peu montré ce que l'on faisait en résumé, l'importance à la fois du solaire et de la partie environnementale dans notre responsabilité sociale. Alors là, je vais venir sur une deuxième partie. Une question intermédiaire pour parler notamment juste du solaire, c'est y compris une business line dans les activités d'Orange, et Orange développe de plus en plus, semble-t-il, des activités de fourniture, d'accès à l'énergie solaire. Oui, alors d'accord. Alors c'est un sujet c'est un peu à part. Hein. Enfin, là, vous avez bien compris que c'est l'objectif net zéro carbone. Après, le sujet de l'accès à l'énergie pour les populations, c'est un sujet à part qui est complètement traité par Orange via une ligne de produits. Et on retombe sur les multiservices dont je parlais tout à l'heure, au service des populations, avec la distribution d'une gamme de kits solaires donnés aux populations, en s'appuyant aussi sur le mobile banking, afin de leur donner un accès à l'électricité solaire. Donc oui, mais c'est une ligne de produits multiservices qui participent aussi, mais on va voir que notre stratégie, et tout à l'heure on parlait de l'ambition d'Orange d'être l'opérateur multiservice, elle va s'appuyer sur un certain nombre de services, en priorité, dire tout de suite, en priorité l'éducation, la santé, l'accès à l'énergie. On va trouver également des offres autour de l'agriculture et du e-gouvernement. Donc, sachant que et vous allez le comprendre avec les slides qui viennent, une grande priorité autour de l'éducation, et en particulier l'éducation autour du numérique, de la santé, donc avec un partenariat que l'on vient de signer, que l'on a signé cette année avec Davadoc, qui est une plateforme de prise de rendez-vous et de téléconsultation que l'on va déployer sur l'ensemble du continent. Et puis, les 3 autres actions autour de l'énergie, celles dont vous parlez, autour de l'agriculture et du e-gouvernement. Ok, super intéressant. Je trouvais intéressant de partager sur cette diversification du groupe, qui est aussi une forme de contribution aux objectifs de développement durable. Oui, complètement au service des populations, mettre le numérique au service des populations via ces services. Je continue. Je vous rends la parole. Merci. Donc, je continue sur le numérique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est former et accompagner au numérique. C'est le point important sur notre objectif, notre deuxième pilier, avec 2 points importants et l'un des principaux qui sont les Orange Digital Center, des offres inclusives et des terminaux abordables, du réseau pour tous et la sensibilisation des adultes à un usage et des enfants à un usage responsable au numérique. Donc juste sur les Orange Digital Center, donc ça c'est un des points importants. En réalité, un Orange Digital Center, pour être simple, c'est un tiers-lieu dans lequel on va trouver une école du SCODE, un Fab Lab solidaire, un Orange Fab, donc ce que l'on appelle Orange Fab, ce sont les accélérateurs de start-up d'Orange, et un lien très fort avec Orange Venture Africa, qui est notre fonds d'investissement dans les start-up, qui est installé aujourd'hui à Dakar et qui doit aussi avoir une antenne ailleurs dans la région prochainement. Donc un fonds de 50 millions d'euros qui gère nos investissements dans les différentes startups et qui a lancé l'année dernière, il y a 1 an et demi maintenant, un fonds seed en plus pour aider les startups en première phase de développement. Donc là aussi, plus qu'un discours sur les ODC, donc les Orange Digital Center, j'ai un deuxième petit film à vous présenter sur ces
Sur ce vaisseau amiral sur ce vaisseau amiral. Alors, on a deux vaisseaux amirals. Il y a les ODC et les actions de la Fondation, dont on dira un mot tout à l'heure. Orange Digital Center est un cadre propice pour la maturité des projets. Mais la Sonatel Academy a toujours été là, à nous booster, à nous donner des outils, à nous offrir des portes qui nous permettent aujourd'hui de mieux peaufiner notre idée de projet. À Orange Developer Center, nous sommes accompagnés par des experts de développement pour faire la partie software et on fait la partie prototypage et produit complet chez le Fab Lab Solidaire. Dans cet espace, j'ai accès à des machines high-tech. J'ai aussi accès à des experts et des encadrants pour m'aider. Quand j'arrive ici, j'arrive avec une idée et quand je repars avec un prototype qui est concret. C'est à Orange Digital Center que j'ai appris à manipuler un ordinateur. C'est à Orange Digital Center que j'ai appris un métier passionnant qui est l'artisanat numérique. Cette expérience a été très fructueuse pour nous, puisqu'elle nous a permis, à une période charnière de notre existence, de pouvoir bénéficier de l'accompagnement de professionnels et de spécialistes de métiers bien donnés. Il est très important de participer à des programmes d'accélération comme notamment Orange Fab qui peut aider à vraiment se baser sur un réseau riche des filiales d'Orange et le réseau des Fab Orange pour accéder à des marchés qui ne sont pas facilement accessibles. Orange Fab nous a permis d'avoir notre tout premier grand client, c'est-à-dire Orange Tunisie, et nous a également permis d'avoir deux grands clients qui vont nous permettre de viser d'autres marchés similaires en Tunisie et à l'étranger. On remercie Orange Digital Center pour tous les services qu'ils offrent aux étudiants, aux différents membres de la société. On vous remercie bien. Très intéressant, passionnant, cette dimension très intégrée en fait dans les ODC des différents services qui poussent notamment à l'entrepreneuriat, l'accès au digital et à l'entrepreneuriat. Vous faites ça en partenariat notamment avec, je ne vais pas citer des amis comme Simplon, puisque ça fait partie en effet de la communauté très proche notamment des acteurs que l'on accompagne. On voulait aussi faire ce petit coup auprès de nos amis. Oui, et donc très bien. Et effectivement, la notion de tiers-lieu est très importante parce que c'est ça aussi qui tire la dynamique dans les pays vers ce lieu de formation et d'entrepreneuriat. C'est un des points importants de notre stratégie sur ce point. Donc, sur l'égalité numérique, comme je vous disais, donc deux points importants, deux vaisseaux amiraux que sont les ODC et les fondations et les différentes fondations dans les différents pays, auxquels vient de s'engager le projet idéal, donc c'est un nom local, Orange, c'est le déploiement des réseaux en zone rurale et ultra-rurale, et bien sûr l'engagement de nos employés sur ce sujet. Donc les ODC et la fondation, donc là on a parlé des ODC, le travail de la fondation est très important dans le domaine de l'éducation en particulier. Donc en particulier avec les écoles numériques. Donc il y a plus de 1000 écoles numériques aujourd'hui en Afrique. Donc ce sont des écoles à laquelle on distribue des kits, des tablettes, des kits avec un serveur, un mini-serveur et des tablettes. Donc on a plus de 500 000 enfants qui utilisent ces équipements. On a également les maisons digitales, donc qui sont dédiées aux femmes et à la formation numérique des femmes sur le continent. Donc aujourd'hui, il y a 320 maisons digitales qui sont en fonctionnement. Et depuis 2015, plus de 40 000 femmes ont profité de ce type de formation. Donc voilà quelques exemples des actions de la Fondation. Donc sur le réseau, c'est étendre la couverture 3G, donc comme je disais, sur des zones
ultra-rural, rural, la possibilité d'offrir des smartphones, donc en particulier avec le lancement d'une gamme Sansa, avec le dernier de cette gamme Sansa Touch, aux alentours de 35 €, donc à un prix abordable. Des offres également, des offres qui permettent un premier accès aux offres de data. Et puis, le troisième point, c'est l'engagement des salariés. Et on voit bien que cet aspect RSE, égalité numérique, évangélisation et formation des populations autour du numérique est un des points importants pour les salariés, à la fois de motivation. Ça va même au-delà de la... Bien sûr, ils sont les premiers ambassadeurs d'Orange auprès des populations, mais ils vont aussi au-delà de ça. Ils vont mouiller leur chemise dans des actions pour justement former et travailler à cette égalité numérique dans la population. Donc ensuite, si on regarde les principaux indicateurs, donc c'est effectivement les ODC. Donc aujourd'hui, on a 11 ODC sur nos 18 pays qui sont ouverts. D'ici la fin du premier semestre, tous nos pays auront un ODC, voire plusieurs, ouverts. Les fondations, pratiquement tous nos pays ont aujourd'hui des fondations, et on suit comme indicateur le nombre d'étudiants formés, le nombre de startups aidées par an, le lancement dans toutes les filiales de smartphones abordables, également le nombre de sites ruraux et ultra-ruraux, et puis globalement la couverture 3G qui continue que l'on continue à déployer sur la région, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec le pendant qui est les économies d'énergie. Et puis également des programmes d'engagement salarié, comment utiliser cette force de nos 18 000 salariés pour aider les populations à faire face à cette égalité numérique. Je voulais également citer un des points importants sur un des prix importants d'Orange, toujours pareil sur les entrepreneurs. Donc c'est le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique. Donc cette année c'était la 11e édition. Donc depuis 11 ans, on peut dire que 75 projets ont bénéficié de coaching et se sont partagés globalement, les 36 gagnants se sont partagés plus de 500 000 € de prix depuis les 11 ans que ce prix existe, et qui est un des incontournables et qui vient finalement chapeauter tout ce que l'on fait autour de l'éducation et de l'aide aux startups. Alors, ces objectifs, nos principaux atouts pour les atteindre, c'est bien sûr le réseau Orange qui continue à être développé de façon fiable et qu'on continue à étendre. Le dialogue avec les parties prenantes, donc ça c'est un point important. Donc on a tout un processus de dialogue avec parties prenantes dans les différents pays. Donc c'est à la fois un moyen de mesurer l'impact de nos actions, mais c'est aussi un moyen d'être à l'écoute des bénéficiaires et des populations. Ce sont les 18 000 salariés d'Orange dont je vous ai déjà parlé. C'est l'innovation qui est un des points importants avec 2 technocentres sur la région. C'est bien sûr la marque Orange, mais c'est également tout un ensemble de partenariats, que ça soit dans le multiservice. Donc tout à l'heure, on parlait de nos priorités dans le multiservice. Donc je répète, éducation, santé, agriculture, énergie et e-gouvernement. C'est aussi des partenariats au travers de formations, de programmes, que ce soit des programmes Amazon, Microsoft que l'on peut proposer dans les Orange Digital Center. C'est bien sûr des partenariats avec les bailleurs, en particulier que l'on va retrouver
Donc les ODC sont construits avec l'aide de la GIZ. Typiquement, on a un certain nombre de multiservices qui sont lancés avec l'aide de bailleurs. On travaille avec des ONG sur la protection de la biodiversité et sur les éléments de compensation d'émissions de CO2. Et puis, il y a toute une série de partenariats, donc plus communication autour de comment on peut faire savoir en Afrique et mettre plus en avant les bénéficiaires de toutes nos actions dans la région. Voilà, donc c'est un peu je fais arriver à la fin de cette présentation, donc j'espère que vous avez retenu nos deux piliers, notre objectif de net zéro carbone en 2040, tout ce que l'on fait autour de l'éducation, de l'entrepreneuriat, finalement de l'emploi en Afrique, et les multiservices que l'on développe pour que ce numérique soit au plus proche des besoins des populations et aide à ce développement, puisqu'on considère que le numérique est vraiment un des éléments un des éléments de la solution du développement du continent. Voilà, parce que c'est exactement à peu de choses près la question, justement. Vous avez votre vision de la contribution du numérique au développement du continent et à l'atteinte des objectifs du développement durable sur le continent. Est-ce que vous avez une vision à partager sur ce sujet, au-delà de cette conviction que vous avez exprimée, peut-être des trends ou des initiatives autres complémentaires? Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé des objectifs de développement durable, donc je vais en profiter pour en dire un petit mot, parce que Orange a travaillé sur, donc pour ceux qui connaissent, il y a 17 objectifs pour 2030, et donc Orange a défini 6 ODD majeurs et 5 ODD complémentaires. Donc, je ne peux peut-être pas tous les citer, mais pour les spécialistes, nos 6 ODD majeurs, c'est le numéro 12, le numéro 13, le numéro 9, le numéro 17, le numéro 10 et le numéro 16. Et le complémentaire, c'est le 4, 5, 7, 8, 11. Non, donc c'est bien sûr une consommation de produits responsables, on en a parlé tout à l'heure, c'est la lutte contre le changement climatique, donc c'est l'industrie de l'innovation et de l'infrastructure, c'est les partenariats pour la réalisation, donc c'est réduire les inégalités, c'est la paix et la justice des institutions efficaces, et les complémentaires, c'est l'éducation, bien sûr, c'est l'égalité des sexes, c'est l'énergie propre, c'est le travail décent, la croissance économique, et c'est les villes et communautés durables. Donc, si vous me demandez en quoi le numérique peut participer à ces ODD, à ces objectifs de développement durable, bon, c'est assez évident. Donc, je peux citer typiquement. Alors, il y a des choses évidentes, ce qu'on a dit, les multiservices, tout ce qu'on peut apporter sur l'éducation en termes numériques, ce que l'on peut apporter sur l'énergie, ce que l'on peut apporter dans les villes, ce que l'on peut apporter en termes d'institutions et de e-gouvernement. Il y a des choses un tout petit peu moins évidentes, et c'est là où l'innovation et la recherche d'Orange, qui est assez puissante, peut jouer. C'est la lutte contre les changements climatiques. Il y a des études qui sont faites sur des moyens de prévoir les pluies à partir de la consommation des réseaux Orange. Il y a la réduction des inégalités. Donc ça, c'est tout ce que l'on peut faire sur l'égalité numérique. Donc c'est assez clair. Bon, et puis je reviendrai pas sur la partie éducation. Mais donc on a l'impression que, alors après on a un mapping de l'ensemble de nos projets autour de ces oranges, de ces objectifs développement durable, mais
mais le numérique est au cœur de l'ensemble de ces projets. Formidable levier en effet développement. J'en profite juste pour rappeler la publication faite par le président de la commission digitale du FIAM, qui s'appelle Digital in Africa, une publication de Jean-Michel Huet de Bearing Point, qui a longuement analysé justement quel était le potentiel de contribution justement du numérique, notamment aux ODD, de manière générale au développement de l'Afrique. C'est véritablement une référence. Moi, ce que je note par ailleurs concernant Orange, c'est cette dimension très, très intégrée et très réfléchie, parce que quand on voit les ODC, en effet, c'est tout le parcours de l'entrepreneuriat numérique digital qui est vraiment pris en compte et pris en charge avec les différentes étapes. Cette illustration de la maison que vous avez partagée avec nous, et ainsi que le film, est pour le coup particulièrement éclairant. Peut-être quelques questions. Quelques questions qui sont assez variées. Alors, vous imaginez bien, il y a beaucoup de gens qui attendent du soutien, enfin, qui voudraient savoir comment travailler avec le groupe Orange en tant que société civile ou association. Comment est-ce qu'on peut présenter son projet, peut-être être soutenu financièrement ou en matière d'accès aux télécoms, au numérique. Peut-être que ces éléments-là, on pourra les faire remonter et les consolider dans un document. Mais peut-être qu'il y a un élément un peu général qui est de répondre à des appels à projets, des choses comme ça. Une autre question, comment évaluez-vous le retour sur investissement de votre stratégie de RSE? Je pense que vous parlez des KPI, c'est surtout j'imagine mesurer. Et une autre question qui est liée à c'est à la fois, juste sur ce point-là, effectivement, c'est à la fois sur la mesure de nos KPI, c'est à la fois sur, donc je parlais tout à l'heure des dialogues parties prenantes. On fait aussi pas mal d'études d'impact avec un cabinet qui s'appelle Goodwill sur l'impact d'Orange, alors pas uniquement de façon sociétale, mais c'est inclus dedans, sur l'impact d'Orange dans les différents pays. Et alors c'est vrai que on est un peu au début aussi de finalement la mesure de cet impact. Alors vous parliez de la rentabilité de ces actions. Là aussi c'est difficile à mesurer directement. Les coûts évités. Tout ça, c'est en train d'être, avec l'évolution des demandes autour de l'extra-financier, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler, mais on est encore au début de la façon dont on va analyser tout ce que l'on fait dans ce domaine. C'est clair. Sur le sujet de l'impact, de toute façon, il a commencé quelques années du côté des acteurs de la finance, mais en effet, et qui est très progressivement, pleinement appréhendé par les acteurs économiques, par les opérateurs. Il y a de toute façon les enjeux de méthodologie, et de méthodologie robuste et acceptée par tous, qui doit encore se faire, puisqu'il y a encore beaucoup de méthodes. Les distinguer de surcroît les impacts intentionnels qui sont spécifiques à une stratégie d'impact, des impacts régulés ou encore des impacts intrinsèques qui sont naturellement liés finalement à la présence ou à l'activité. Quand vous vous installez dans un pays, forcément, vous recrutez, donc vous avez de l'impact. Il y a une fiscalité, donc vous avez de l'impact. Mais là, on est sur de l'intrinsèque et non pas que ce ne soit pas mesurable, mais en tout cas, il est plus compliqué de le faire valoir quand on en parle dans le cadre d'une stratégie d'engagement sociétal, donc plus volontaire et plus intentionnel. Mais il y a de jolis travaux qui se font sur le sujet. Il y a de belles pratiques, mais ça mérite d'être posé. Et je reviendrai juste sur la première question là. Alors, il y a plusieurs niveaux. Alors, effectivement, si vous faites une synthèse, je suis preneur. Alors, il faut savoir qu'effectivement, il y a des appels à projets, et puis il y a plusieurs. Enfin, je dirais qu'il y en a trois. Il y a un accès qui est qui peut être auprès des responsables, et quand on parle d'Afrique, auprès des responsables RSE et partenariats de la zone. Donc, dans ce cas-là, ça peut être moi. Il y a un accès auprès des fondations, de la fondation en particulier,
donc qui a ses propres appels à projets. Et puis il y a un accès important qui est dans les pays. Donc les équipes RSE, les équipes partenariats, les fondations des pays, qui sont des points importants pour qu'il faut contacter aussi pour ces projets. Justement, on nous demande si les actions de RSE Afrique sont pilotées localement ou depuis Paris. Alors, elles sont pilotées localement. Enfin, chez Orange, Afrique et Moyen-Orient, les choses sont pilotées localement. Donc, on a des grands projets transverses qui sont, je vais dire, animés par les fonctions transverses. Donc, typiquement, les ODC, le déploiement d'un ODC dans tous les pays, c'est animé par une équipe transverse, mais c'est piloté directement dans les pays. Et c'est eux qui vont faire leur cohorte de start-up, qui vont recruter les entrepreneurs, les gens qui vont être formés dans les écoles du code, etc. Mais et typiquement, comme je parlais du POESAM, donc le prix de l'entrepreneur social, il y a un prix de l'entrepreneur social dans chacun des pays Orange, et après ça remonte, les gagnants ont le prix international. Mais beaucoup de choses se font localement. Je rappelle par ailleurs que le headquarter du groupe d'Orange Afrique et Moyen-Orient est maintenant à Casablanca. Voilà. Depuis presque... Depuis début 2020. Il a été inauguré en début 2020. Vous êtes un acteur du continent. Oui, donc on est passé d'une filiale d'un groupe français, une filiale en Afrique d'un groupe français, à la filiale panafricaine d'un groupe international qui est Orange. On nous demande comment, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de l'engagement salarié, de comment vous l'avez développé et quelles sont les actions qui rentrent là-dedans? Alors, il y a plusieurs programmes. Alors, comme vous avez vu, c'est un des engagements et un des axes stratégiques, développer l'engagement salarié. Et d'ailleurs, en passant, on a fait plusieurs études, en particulier quand on a travaillé au début de la crise sanitaire sur ce que serait la nouvelle normalité. Et cet engagement sociétal des salariés d'Orange nous a sauté à la figure. Et l'importance qu'ils attachaient au rôle d'Orange dans le développement des pays était évident. Donc après, pareil dans chacun des pays, et vous avez vu, c'était des indicateurs, il y a plusieurs programmes d'engagement salarié. Donc que ça soit dans la plantation de mangroves, typiquement au Sénégal, que ça soit dans les gestes verts dans l'entreprise, ou que ça soit la participation des salariés dans des actions de la fondation, actions ponctuelles ou actions plus récurrentes. Et donc là aussi, ce sont des choses qui sont gérées, qui sont poussées par la stratégie, par les équipes transverses, mais qui sont gérées pays par pays. Et un de nos indicateurs est justement le développement de ces programmes d'engagement des salariés. Et concrètement, il y a des salariés qui prennent sur leur temps de travail pour des actions de RSE après, ça va dépendre de chacune des entreprises, enfin des filiales, mais c'est sur le temps de travail. Les campagnes de plantation d'arbres à Madagascar ou au Sénégal, c'est à la fois parfois sur le temps de travail, à la fois parfois le week-end. Une petite question de quelqu'un qui a remarqué que le film sur les Digital Centers terminait par la mention de la GIZ. Et oui. Pourquoi c'est la GIZ
Enfin, comment est-ce que vous avez fait pour vous faire financer en partie par la GIZ et pourquoi ce n'était pas l'AFD? Sachant que la GIZ, c'est l'équivalent de l'AFD. Oui, de l'AFD allemand, voilà. Donc, eh bien, écoutez, c'est pas les négociations sont allées plus vite avec la GIZ et l'intérêt porté par la GIZ, qui est assez présente. Donc, c'est parti en particulier. Le premier ODC a été lancé en Tunisie, donc avec une présence de la GIZ dans ce pays, un intérêt fort et une négociation qui est allée plus vite, sachant qu'on est toujours en discussion en cours avec l'AFD sur l'intérêt qu'ils nous aident dans le déploiement des différents ODC dans les différents pays. Oui, j'imagine que vous travaillez avec tous les acteurs du développement sur ces sujets. Oui, donc l'ensemble des bailleurs. Donc, oui. Mais les tables sont ouvertes. Hein, oui, et nous-mêmes aussi, on peut dire que la GIZ est ouverte à soutenir des projets européens, notamment des projets qui sont en faveur de l'emploi, et qu'il y a des entreprises françaises ou européennes qui sont associées à des projets financés par la GIZ. Moi, j'ai deux questions. D'abord, je suis impressionné de voir le nombre d'actions de RSE qui sont engagées sur le continent par Orange. C'est impressionnant. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que la Fondation a des axes prioritaires dans son développement ou c'est laissé libre aux responsables, enfin ceux qui animent cette fondation? Et la deuxième chose, on a vu des centres qu'on appelle des labs, ou je ne sais pas comment vous appelez, où on a vu ces jeunes qui viennent présenter leur projet. Il y en a un qui dit je suis arrivé avec une idée, je suis parti avec une réalité. C'est ouvert à tout le monde ou c'est réservé au personnel c'est ouvert? Non, c'est ouvert à la population. Alors après, il y a un nombre. Il y a les exclusifs. Il y a un nombre limité, mais c'est pas pour les. Donc c'est ouvert. Les salariés, c'est ouvert aux entrepreneurs, aux gens qui veulent se former au code. Donc c'est ouvert à l'extérieur. C'est en priorité. Et comment c'est trié? Parce qu'il doit y avoir foule. Ça nous appelle à projet. Après c'est oui, alors après il y a la formation. Donc après c'est chacun des ODC a des critères de sélection, mais que ça soit au niveau des. Alors après il y a des sélections différentes entre les écoles du code où il y a le numerus clausus est beaucoup plus large que pour l'accélérateur, où l'accélérateur, là, les startups doivent pitcher devant un jury qui va choisir les cohortes tous les ans ou tous les 6 mois. Mais c'est local, c'est complètement local, ça. Voilà. Et votre première question? C'était sur est-ce que la Fondation a des axes prioritaires qui sont donnés par le siège ou c'est complètement libre? Alors là, moi, je ne suis pas la Fondation, donc je voudrais pas vous donner les axes prioritaires de la Fondation. Je sais en particulier que l'éducation en fait partie. L'éducation des enfants et des femmes sont des priorités essentielles, mais je sais qu'ils ont des priorités. C'est-à-dire qu'ils ne financent pas, ils ne sponsorisent pas. Il y a des priorités dans le mécénat, mais je voudrais pas dire de bêtises particulières. Mais on a vu, et parce que ça correspond vraiment à notre stratégie RSE, la formation des enfants et des femmes au numérique, ça fait partie d'une de leurs priorités. Et c'est une fondation nationale, internationale, qui avec des cellules localement, où chaque fondation, dans chaque pays, il y a une fondation. Dans chaque pays, il y a une fondation. C'est une fondation qui est dotée par la fondation nationale, internationale. Et cette dotation au niveau de la fondation, ça représente combien en termes de dotation? Je ne pourrais pas vous dire de bêtises. Peut-être que c'est indiqué sur Internet. Oui, je n'ai pas les chiffres. Pour avoir une idée, parce que je regardais ce que vous appelez le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique, c'est quand même
555 000 € distribués sur 76 projets. Ah oui, alors ça, le prix Orange de l'entrepreneur social, c'est nous qui le. Non, d'accord, mais je veux dire, donc ça, c'est oui, c'est les montants qui sont pas neutres. Oui, le gagnant international. Alors après, chaque pays donne un prix à ses 3 gagnants. Donc alors, ça, c'est. Par exemple, il y a un témoignage, il y a Serge qui était promoteur d'une solution de couveuse néonatale connectée solaire. Il a gagné oui, en RDC, le COSAM international en 2019. Il a eu 25 000 € qui lui ont permis de mettre son projet. Parce qu'il a été premier prix. Il a été premier prix en 2019. Et donc, aujourd'hui, le premier prix, mais ça va évoluer cette année, mais le premier prix, c'est 25 000 €. Le deuxième prix, 15 000 € et le troisième prix, 10 000 €. Et est venu se rajouter depuis 2 ans un prix de l'entrepreneuriat féminin. Donc, dont la femme est un CEO ou dont le CEO est une femme, ou bien c'est quelque chose qui est vraiment orienté vers le service pour les femmes et qui lui touche 20 000 €. Donc, le COESAM annuellement, c'est 4 prix avec ça, et plus un accompagnement, donc je ne l'ai pas dit, mais un accompagnement de 6 mois des 10 finalistes. Et donc, c'est Bondinov, on s'appuie sur Bondinov pour accompagner ces 11 startups. Donc, c'est-à-dire que dans toutes ces lignes d'accompagnement, il y a donc du personnel dédié, du personnel Orange dédié pour l'accompagnement, la formation. Ah, mais dans les ODC, dans les Orange Digital Center, oui, il y a du personnel pour la formation, pour l'animation du Fab Lab, et il y a une équipe de l'accélérateur dédié, du personnel Orange qui est dédié, comme il y a des personnels Orange dédiés au ODC. C'est pas du personnel Orange sorti de leur service pour venir animer. Non, mais les ODC font partie des filiales Orange. Oui, c'est pas le personnel Orange, mais c'est pas de la mobilisation interne au service. Alors, il y en a un peu, parce que dans l'accélérateur, dans les Orange Fab, il y a des mentors. Donc, les startups peuvent s'appuyer sur un certain nombre de mentors qui peuvent les coacher. De même, dans les fondations, il y a des salariés d'Orange. Et dans les fondations, il y a des salariés d'Orange. Oui, ils sont salariés de la fondation. Juridiquement, il y a une différence. Après, il y a des questions très variées sur les initiatives que vous pourriez soutenir en termes d'agriculture, de développement. Aussi, comment est-ce que vous allez récupérer les portables pour les rendre. La filière recyclage. Le traitement formel que vous continuez de mettre. Ah, ça c'est un sujet. Comme je disais, non, c'est pas oui, c'est sensible, mais c'est un sujet pour lequel on est assez en retard. Et donc, en vérité, on va s'appuyer sur, bien sûr, le réseau de distribution d'Orange, mais en Afrique, c'est pas aussi évident que ça, hein, parce que les portables restent pas entiers. Quand ils sont plus utilisables, ils passent dans l'informel. Et donc là aussi, on prévoit un certain nombre de partenariats avec des filières informelles pour récupérer les déchets et pour s'appuyer et pour les transmettre à des filières de traitement que l'on espère en Afrique bientôt. Oui, donc c'est un sujet. Mais en Tunisie, au Maroc, il commence à y avoir des endroits où récupérer les mobiles dans les boutiques. Mais il est clair qu'en Afrique, ça va pas fonctionner comme en Europe. Et donc on cherche à avoir des partenariats avec des filières informelles pour récupérer les déchets. C'est parce que c'est le problème en Afrique, c'est que moi, nous, on le voit dans notre secteur, le secteur automobile, c'est-à-dire qu'en fait, ils désossent un mobile qui ne marche pas et soit rénové, soit désossé pour récupérer des éléments, et ceux qui restent par la poubelle. Je veux dire, ça sort de tout circuit de connexion. Oui, non, mais tout à fait. Alors, vous aviez pris l'habitude de publier un magazine sur les différentes innovations sociétales et le soutien à un certain nombre de start-upers développant des solutions technologiques. Je l'avais vu passer les 2 premiers numéros. C'est toujours d'actualité parce que je pense que pour l'audience, c'est assez intéressant d'aller voir dans ce magazine en ligne. Oui, alors c'était le digital, donc il y a eu 4 numéros. Aujourd'hui, on s'oriente plutôt vers
la rédaction d'un rapport RSE Orange Middle East Africa, qui serait moins peut-être communication, mais qui s'engage vers un rapport plutôt extra-financier. Donc à court terme, il ne devrait pas y avoir de nouveaux numéros du digital. J'ai noté par ailleurs que la Côte d'Ivoire a publié son premier rapport RSE. La Côte d'Ivoire, le Sénégal a publié son deuxième. Enfin, vous partez sur une stratégie justement de publication de rapports nationaux et ensuite, ou en tout cas zone Middle East Afrique. On part sur la rédaction sur la publication d'un rapport RSE Orange Middle East Africa, et après les pays sauf s'ils le souhaitent, peuvent faire leur, et on a vu là, certains pays ont anticipé la démarche. S'il n'y a pas de questions, c'est un point à aborder. Après, il y a pas mal de gens qui veulent prendre contact avec la RSE dans les pays, avec les stations, savoir si tel projet pourrait être soutenu. Des initiatives. Non, mais vous pouvez me contacter. Et je transmettrai à qui de droit, et puis je traiterai le sujet s'il y a, je ne sais pas combien de personnes. Il y en avait 100. On sent. Non, mais ne pas hésiter dans ce cas-là à laisser votre adresse email dans le chat, là, pendant les minutes qui restent. Oui, ou on transmettra. Et on transmettra ensuite les coordonnées pour que vous puissiez être repris, mis en contact ultérieurement, parce que c'est aussi pour éviter de lâcher les adresses mail partout sur la planète et éviter de l'engorgement, et qui reste un risque, notamment quand on parle de RSE. Je vois que les premières adresses email arrivent, donc Margot, vous serez recontacté. Mitch, pareil. C'était juste que je n'étais pas sûre que j'avais fait la liste de toutes les... Non, mais typiquement, HEC Edu, alors je ne sais pas si c'est au sujet d'un partenariat avec HEC sur l'éducation. Donc, oui, on a des gens, chez nous, alors soit il y a les ODC, soit des gens qui travaillent sur des offres de plateformes numériques pour offrir de la formation à nos clients. Donc, on a une plateforme qui s'appelle Orange Campus Africa, auquel nos clients peuvent accéder grâce à des passes éducation. Et donc là, on a des spécialistes qui travaillent sur les partenariats avec les équipes de formation. Donc, typiquement, je transmettrai l'information de contact. Bon, et en complément en termes d'opportunités, si on sacrifie pour éviter que vous soyez surchargé, n'hésitez pas à envoyer un email à contact@africamutandi.com. Je répète, contact@africamutandi.com, et je consoliderai pour partie. Ça permettra d'avoir les deux sources pour bien recenser toutes les demandes. contact@africamutandi.com. J'espère que... Question sur les différents rapports RSE d'Orange. Est-ce qu'ils sont consolidés quelque part dans un espace ou est-ce qu'ils sont sur les... Non, mais il y a le rapport. Alors, le rapport RSE d'Orange MEA là, est en cours de finalisation. Et il y a le rapport intégré annuel qui maintenant intègre à la fois RSE. Donc lui, il est accessible sur le site Orange. De Côte d'Ivoire et du Sénégal, ça doit être sur les sites. C'est sur les sites d'Orange, Côte d'Ivoire et Sénégal. C'est bon, j'ai tout copié. Ok, pour les relations avec Orange Campus Africa, laissez votre email ou adressez un email. Merci à tous. Je crois qu'on a fait un joli tour, même si en effet il y a encore énormément de choses à dire et très probablement à découvrir, parce qu'il y a énormément notre implication est très très forte sur le continent et la zone Middle East.
je n'oublie pas. Donc, je remercie à tous les participants d'avoir suivi cette session, cette séquence qui sera de toute façon aussi mise en ligne. Donc, vous pourrez recevoir, je dirais, le replay ultérieurement. Parmi les différents sujets que la commission RSE et ODD du CIAN abordera pour 2022, nous aurons d'autres retours d'expérience de cet ordre. Un grand acteur engagé avec une stratégie très structurée, très intégrée par rapport à son métier aussi, très en cohérence par rapport à ses enjeux. Bon, c'est logique, mais c'est toujours intéressant de le rappeler, de le dire. Toujours plus aussi de valorisation de différentes initiatives d'acteurs, parce qu'il s'agit aussi de partager des idées, de partager des méthodes et d'inspirer finalement chacun. Il y a quand même énormément d'impact réalisé par les différents acteurs et comme il y a toujours une ouverture du côté aux parties prenantes, eh bien, c'est assez parfait. Ravi de voir que les recherches sur la RSE en droit WADA avancent. Hein, bien évidemment, ça fait partie des sujets qu'on abordera également, notamment le reporting extra-financier avec la note 35 du Cisco WADA, qui justement pose les fondamentaux du reporting extra-financier et de la RSE, qui est relativement méconnu et qui méritera à être beaucoup plus partagé. Mais également, et on l'a dit, comment est-ce que les opérateurs et acteurs économiques s'emparent de la question de l'impact. Après avoir traité par 2 fois la question de l'investissement d'impact, on va s'appuyer maintenant sur l'approche des opérateurs, comment est-ce qu'ils appréhendent les choses au regard de leur stratégie d'impact et des méthodologies qu'ils ont su ou pu développer, notamment avec leurs parties prenantes sur ces sujets et enjeux. Voilà, je vous invite à suivre avec attention d'une manière générale la page LinkedIn du CIAN qui pourra vous donner tous ces éléments d'information et toutes les actus à venir. Il me reste, mon cher Jean-Louis, à vous remercier une nouvelle fois d'être venu partager avec nous vos approches et les applications, et puis à remercier également le CIAN d'avoir ouvert aussi cette porte qui est d'aller à la découverte des acteurs de la RSE sur le continent. Merci à tous. Je ne sais pas finir. Remercions-nous tous ensemble et conjointement, et puis à très vite sur nos lignes voilà, téléphoniques. Très professionnel et très impressionnant.